Bonjour Xavier Nassif. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous allons parler de cette molécule, mais d'abord je voudrais avoir votre sentiment sur un arbitrage qui va avoir lieu dans les toutes prochaines heures. Le virus se propage rapidement à Nice, dans les Alpes-Maritimes. L'hypothèse d'un confinement localisé, peut-être même le week-end, semble s'imposer. Ce serait une première. Est-ce que vous croyez, vous, à l'utilité de mesures localement ciblées ? Écoutez, le virus se propage localement, d'une façon générale, de personne à personne. Donc si vous avez un foyer d'endémie particulièrement important, ça peut avoir du sens pour l'interrompre, de dire aux gens il faut restreindre encore plus les interactions. C'est vrai, mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. C'est vrai qu'on a, à l'époque du premier confinement, alors que, il y avait des zones du pays qui étaient très peu touchées, tout le monde a été touché, par contre, par le confinement. Ouais. Peut-être qu'on mûrit au fur et à mesure du processus et qu'on finit par avoir des opérations chirurgicales plus localisées, plus ciblées. Mais qui pourraient quand même avoir leur efficacité. Je pense que localement, si on diminue les interactions sociales dans les Alpes-Maritimes encore plus, localement, je pense mathématiquement, ça va diminuer. Alors, il y a un débat qui est en train de s'installer dans la communauté scientifique, y compris d'ailleurs au sein du Conseil scientifique. C'est l'idée de savoir s'il faut reconfiner, vraiment, fermement, aller vers une société, certains le disent, zéro Covid, importé d'Asie, ça c'est la stratégie asiatique, ou alors pour éradiquer le virus, tout simplement, c'est ce qu'on entend, ou alors vivre avec, et notamment demander aux personnes fragiles de s'auto-isoler. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je pense que le seul virus que je connaisse pour lequel qu'on a réussi à éradiquer, c'est le virus de la variole. C'est qui a été déclaré éradiqué depuis 1976. Je peux faire une erreur sur la date. Vous n'en doutez pas. Mais le contexte épidémiologique était tout à fait différent. Tous les autres virus qu'on a voulu éradiquer, la poliovirus, même si on se vaccine très largement, le virus de la rougeole, on n'a pas réussi. Je pense que vouloir éradiquer ce virus, personnellement, mon sentiment me paraît être un petit peu utopique. C'est un virus qui est apparu, qui est émergé, il va falloir juste apprendre à vivre avec. Je pense que la façon dont les Asiatiques gèrent le problème est une façon très dictatoriale. C'est peut-être pas dictatoriale, mais très autoritaire. Je ne suis pas sûr que ces mesures autoritaires, qui ne peuvent pas être que pour un instant, c'est-à-dire ça ne va pas être des mesures autoritaires pour 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 12 semaines. C'est des mesures autoritaires qui vont falloir s'installer dans le temps. Je ne suis pas certain que ces mesures autoritaires puissent être très bien acceptées par la population. Maintenant, voilà. Donc l'autre option, c'est de vivre avec. L'autre option, c'est d'apprendre à vivre avec. Et donc de demander aux personnes les plus fragiles de s'auto-isoler pour pouvoir commencer à reprendre une vie normale. C'est l'un des membres du comité scientifique éminent, le professeur Delfraissy, qui défend désormais officiellement dans la revue The Lancet cette option-là. Alors, il est certain que je pense que cette infection, cette pandémique, a mis à jour un conflit, non pas un conflit social, mais un conflit de génération. Ouais. Puisque pour bien nous résumer, finalement, les 20, 40, même 50 ans, ont dû voir leur vie totalement changer pour protéger les plus âgés, les plus fragiles. Je pense que d'un côté, le fait qu'il l'ait fait, le fait que ce soit, est une preuve que notre civilisation a quand même un certain degré de maturité. Je pense qu'il est propre des personnes âgées, ou des personnes à risque, pas seulement âgées, de bien en prendre conscience et de faire le maximum, parce qu'ils payent un lourd tribut quand même, cette génération. Un lourd tribut dans leur carrière professionnelle, dans leur vie sociale. Donc ce ne serait pas scandaleux de demander aux personnes âgées de s'auto-isoler. Certaines qui vous regardent ce matin peuvent se dire, on le fait déjà. On le fait déjà. Il faut bien voir quand même que le vaccin est en train d'arriver, et je pense que dans les semaines qui viennent, doucement, oui, mais ça s'amplifie. Et dans les semaines qui viennent, je ne sais pas si pour l'été tout le monde sera vacciné, tous les Français, mais il y a fort à parier que tous les Français à risque auront sans doute eu la possibilité d'être vaccinés. Donc finalement, on n'a plus que quelques semaines à attendre, quelques mois, j'espère, et ce vaccin marche. On voit bien en Israël ce qui se passe, la chute dramatique au sens anglo-saxon du terme du nombre de cas d'hospitalisation chez les personnes âgées. Quand même. Mais vous avez peut-être vous aussi des proches qui sont éligibles au vaccin et qui n'arrivent pas à se faire vacciner ? Oui, mais vous en avez ? Je suis un homme positif et je pense que dans les semaines qui viennent, il y a des doses de vaccins en quantité suffisante. Mais ce qui ralentit, c'est pas tellement l'accès au vaccin par l'accès aux doses. Oui. Mais sinon, le système sanitaire est prêt à vacciner. Alors, pendant qu'on essaie d'accélérer la campagne de vaccination, quand même, vous travaillez sur une molécule
repositionner, Oui. c'est comme ça qu'on dit, pour traiter le Covid. Alors le repositionnement, c'est quelque chose qui a été fait il y a 1 an, qu'on a commencé il y a 1 an. On l'a commencé parce qu'il y avait 2 choses sur le campus Pasteur-Lille qui permettaient de faire prendre cette mayonnaise. La première chose était une chimiothèque qui appartient à l'Université de Lille et qui était gérée par une start-up localement qui s'appelle Apteus. Et l'autre côté était une unité de biologie dirigée par le docteur Jean Dubuisson, qui était en fait une des rares unités qui travaillait sur les coronavirus au 1er janvier de l'année dernière. D'accord. Vous aviez un temps d'avance. Voilà. Et donc des chercheurs INSERM, CNRS et de l'Université de Lille sur le campus Pasteur ont décidé de faire prendre cette mayonnaise en regardant si dans la chimiothèque qui était de 2000 médicaments, des médicaments qui pouvaient être donnés pour l'hypertension, une maladie neurodégénérative, il n'y allait pas y en avoir un qui pourrait marcher sur le coronavirus. Et il y en a un qui marche très bien. Il marche très bien au laboratoire, d'accord. Mais après, il faut passer du laboratoire. Comment il s'appelle ? Il s'appelle le Clofoctol. Et il servait à quoi ? Alors, c'était un médicament qui était vendu autrefois sous le nom d'Octofène, jusque dans les années 2005, et il servait à traiter les rhinopharyngites. Vous en êtes où ? Je disais en présentant l'interview, vous passez en phase 2 ? C'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que... Alors, il nous a fallu trouver les moyens, et grâce à des donateurs, des dons petits, plus importants, voire très importants... On a LVMH ? Voilà, on a eu un don très important de LVMH, mais tous les dons comptent pour l'Institut Pasteur de Lille. Qu'ils soient petits ou gros ou très gros, ils nous engagent tous au même niveau. Et puis, on a eu des subventions de la région des Hauts-de-France qui nous a permis de mettre sur pied un programme que nous avons soumis aux autorités sanitaires et qu'ils ont trouvé qu'il Donc, essai clinique phase 2. Donc, on va commencer bientôt, j'espère, des essais cliniques phase 2. Est-ce qu'on ne risque pas la même déconvenue qu'avec l'hydroxychloroquine ? La différence entre l'hydroxychloroquine c'est que nous allons faire des essais cliniques d'efficacité. Avec l'hydroxychloroquine, on avait d'emblée décidé que ça marchait. Quand est-ce qu'on saura ? Eh bien, écoutez, on saura dès qu'on aura pu commencer. Donc, on attend les autorisations pour débuter ces essais cliniques. Voilà. Et alors là, on arrive j'allais dire, au point qui fâche. Est-ce que le ministère de la Santé vous pousse, vous aide ? J'ai lu qu'en préparant cette interview, qu'il y avait eu un coup de frein pour les essais parce qu'on ne vous avait pas considéré comme priorité nationale sur ces recherches. Nous avons initialement mis sur pied un essai qui était un essai de phase 3, c'est-à-dire un essai très ambitieux. Le ministère de la Santé n'a pas dit que le CAPNET, qui est l'organisme en question, n'a pas dit que c'était pas bien. Il a simplement dit qu'il fallait essayer. Non, il a dit qu'il fallait essayer, mais qu'il fallait peut-être commencer par un essai de phase 2. Plutôt que de mettre 500 personnes d'un coup et d'engager 500 personnes, faire ce qu'on appelle une preuve de concept sur un nombre plus réduit. Ce serait pour qui, ce traitement ? Pour les personnes qui sont peu malades ? Ce traitement, ce serait pour les personnes au tout début de la maladie, pour leur éviter de devenir très malades. Et qu'il s'agisse de sujets jeunes, moins jeunes, voilà. Comment est-ce que vous expliquez que la France ait pris autant de retard dans l'élaboration d'un traitement, mais surtout d'un vaccin ? Est-ce que ça révèle des dysfonctionnements structurels de la recherche française ou c'est la faute à pas de chance ? Alors écoutez, moi quand on dit ça, je trouve que les chercheurs français sont des très bons chercheurs. Je pense que ce qui s'est passé à l'Institut Pasteur de Paris, ils ont fait une hypothèse. C'est un vaccin qu'ils avaient déjà utilisé ou un principe qu'ils avaient déjà utilisé pour une autre maladie qui avait très bien marché. Ils ont fait une hypothèse. Si la recherche en gagnait à tous les coups, ça se saurait. Bon, on espère que cette fois-ci vous avez gagné en tout cas. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Damien.